Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Histoire en série est l'association Les Têtes Imaginaires, éditrice de la revue Fantasy Art and Studies, représentée par Justine Breton, Florie Morin et Viviane Berg, diffuse la journée d'études Fantasy en série, Qui suis-je ? Construction et évolution de l'identité dans les séries télé de fantasy, donc une journée d'études qui s'est déroulée en ligne sous forme de visioconférence les 3 et 4 février 2023. L'ensemble des interventions ont été enregistrées et seront retransmises sur le podcast Histoire en série et feront d'ailleurs l'objet d'une publication dans le 14e numéro de Fantasy Art and Studies programmé pour cet été. Bonne écoute à tous. Alors, Élise Ternois est doctorante en littérature comparée à l'université d'Artois, certifiée aussi de lettres modernes. Elle est chargée d'enseignement en licence et membre du centre de recherche Texte et Culture d'Arras. Ses travaux sont dirigés par Anne Besson et Virginie Douglas et portent sur l'adaptation en série télévisée des romans à destination de la jeunesse. Alors aujourd'hui, elle nous présente une communication intitulée « Le bien, le mal et la fin de l'idéal parental, passage à l'écran d'un malaise axiologique en fantaisie pour la jeunesse ». Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment très contente d'être ici. Donc, comme vous l'avez dit, ma présentation va s'intituler Le bien, le mal, la fin de l'idéal parental, passage à l'écran d'un malaise axiologique en fantaisie pour la jeunesse. Et plus précisément, il portera sur la série de fantasy His Dark Materials. Donc, le cycle de fantasy à destination de la jeunesse, His Dark Materials de Philip Pullman, a été un véritable succès de librairie à la fin des années 90 et au début des années 2000. C'est une saga qui a acquis ensuite un statut de classique de la littérature de jeunesse. C'est une trilogie publiée entre 1995 et 2000 et qui a, dès sa création, fait l'objet d'adaptations d'extensions transfictionnelles, de déclinaisons transmédia, par exemple un feuilleton radiophonique, des pièces de théâtre, un long métrage en 2007, et plus récemment la parution d'un spin-off qui devrait aussi faire l'objet d'une trilogie à terme. Parmi ces déclinaisons, l'une des plus récentes, c'est la série His Dark Materials, donc, qui est coproduite à la fois par la BBC et par HBO. Elle a été scénarisée par Jack Thorne et elle a donné lieu à 3 saisons de 8 épisodes, 7 pour la saison 2, mais c'était en raison du Covid, ils ont dû en supprimer un. Donc c'est cette série qui va nous intéresser aujourd'hui. Je commence par poser quelques éléments de contexte et de diégèse pour que ce soit bien clair. L'histoire va suivre le parcours de Lyra, une jeune fille d'une douzaine d'années. Donc vous la voyez ici, c'est la jeune fille avec un gilet bleu. Et cette jeune fille, elle vit dans un monde qui est géographiquement identique au nôtre. Donc, elle habite à Oxford. Puis ensuite, elle va à Londres et après, elle va faire un voyage qui l'emmène jusqu'en Sibérie. La géographie de son monde est exactement la même que la nôtre. En revanche, dans le monde de Lyra, la magie existe. Donc, on y trouve des sorcières qui peuvent voler. Donc, je vous ai mis ici la sorcière Rutascadi. On y trouve des ours qui parlent. On y trouve des objets magiques. Et l'une des grandes particularités du monde de Lyra, c'est que chaque être humain de ce monde va de pair avec un petit animal qu'on appelle un démon. Et ce démon est indissociable de son humain, dont il est à la fois une extension de l'âme, mais aussi en quelque sorte l'incarnation de son intimité. Donc, dans l'univers de Lyra, l'Église exerce une autorité très forte et coercitive. Et notamment, l'Église condamne ce qui est appelé la poussière dans l'univers de Lyra. Ce sont des espèces de particules magiques qui gravitent principalement autour des adultes et des démons. Et l'Église considère que la poussière représente le péché. Et le parcours de Lyra, ça va être de partir en quête de la véritable nature de la poussière.
Elle va découvrir notamment qu'elle peut ouvrir des passages vers d'autres mondes et qu'elle peut circuler entre son monde et le nôtre, notamment, mais aussi tout un tas d'univers qui se superposent comme ça. Et dans son parcours, elle se fera de nombreux alliés. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Le roi des ours, Jorek Byrnison, l'aéronaute Lee Scoresby, excusez-moi, et elle rencontrera également le jeune Will qui a son âge et dont elle finira par tomber amoureuse. Enfin, il faut préciser que dans son parcours, Laïra est aidée par l'alétiomètre qui a ici, que vous voyez là. C'est une sorte de boussole magique qui indique toujours la vérité et qu'elle est la seule dans son univers à être capable de lire spontanément sans avoir besoin d'apprendre à la décoder, ce qui normalement prend des années d'apprentissage. Donc, ce que nous verrons, c'est que cette trilogie, elle est articulée autour d'un scénario de quête de soi et de sa propre identité qui va de pair avec une prise de distance par rapport aux figures parentales, des figures parentales qui sont considérées comme trop décevantes. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est de comprendre comment la forme de la série télévisée va s'emparer de ce scénario typique en littérature de jeunesse et comment va s'effectuer ce passage à l'écran. Donc, on procédera en 3 points, comme vous le voyez ici. Donc, je commence par vous faire un petit point sur ce qu'on trouve dans les romans pour passer ensuite vers la série télévisée. Au sein du cycle littéraire de Philippe Pullman, la construction de l'identité de l'héroïne est très étroitement liée à un conflit intérieur, à un malaise éthique qui est lié à une désillusion relative à ses figures parentales. Au tout début de la saga, Laïra pense qu'elle est orpheline et que ses parents sont morts, et elle va très vite découvrir que ce n'est pas le cas, qu'elle a bien des parents qui sont bien vivants. Son père s'appelle Lord Asriel Belacqua et sa mère s'appelle Marissa Coulter. Mais ce qu'elle apprendra également un peu plus tard dans la foulée, c'est que ceux-ci sont loin d'être les parents aimants qu'elle aurait espéré avoir. Ce sont des êtres calculateurs, manipulateurs, qui sont capables de commettre les crimes les plus épouvantables, allant jusqu'au meurtre d'enfants. Donc, ces découvertes quelque peu glaçantes vont orienter la construction identitaire de Laïra, qui sera ainsi amenée à se tourner vers de nouveaux modèles et vers un nouveau système de valeurs éthiques et plus généralement à s'émanciper en prenant ses distances avec ses encombrantes figures parentales. Ainsi, au fil des 3 tomes de la saga, Laïra va passer par 3 grandes étapes successives que j'ai synthétisées ainsi: idéalisation, déception et reconstruction. Donc, dans les premiers temps de l'histoire, Laïra se représente son père sous les traits d'un aventurier audacieux et envoûtant qu'elle idéalise énormément. Elle nourrit à son égard une très grande admiration. Donc, je vous ai mis quelques exemples que j'ai cités, que j'ai relevés dans les livres. Je vous en cite une, par exemple. Dès la page 15 du tome 1, Lord Asriel n'était autre que son oncle, parce qu'elle pense que c'est son oncle au début, mais en fait, c'est son père. Un homme qu'elle admirait et redoutait grandement. Voilà, c'est la manière dont il est introduit dans les romans. Au moment où elle rencontre sa mère, sans encore savoir que c'est sa mère, elle est également tout de suite sous le charme. On voit à la page 95 du premier tome, par exemple, Madame Coulter possédait une telle élégance que la fillette était comme envoûtée, et un peu plus loin, et voilà, plus rien ni personne n'existait désormais aux yeux de Laïra. Les yeux fixés sur Madame Coulter avec une fascination respectueuse, elle l'écoutait raconter ses histoires. Et ce qui est intéressant et un petit peu amusant, c'est qu'à ce stade d'idéalisation, alors même qu'elle ne connaît pas encore son lien de parenté avec Lord Asriel et Madame Coulter, elle fantasme un petit peu de les voir se mettre ensemble et de former une espèce de couple parental uni qui pourrait s'occuper d'elle. J'ai relevé la page 119. Peut-être pourrait-elle y retrouver Lord Asriel, peut-être Madame Coulter et lui tomberaient-ils amoureux. Ils se marieraient, adopteraient Laïra et iraient libérer Roger. Et plus tard, même après avoir appris son lien de parenté avec Lord Asriel, Laïra est très contente et continue à tirer un très grand orgueil de cette ascendance qui lui paraît très très glorieuse. Par exemple, à la page 172, on a Laïra ressentit un vif sentiment de fierté en pensant à la bravoure de son père. Et elle est convaincue d'être en mesure de faire des choses hors du commun rien que par son lien de parenté avec son père. Page 168, on a « N'était-elle pas la fille de Lord Asriel ?» Donc, on voit que dans un premier temps, les parents de Laïra incarnent à ses yeux tout un ensemble de vertus que la jeune fille admire et auxquelles elle s'identifie. Donc, elle admire le courage de son père, son caractère aventureux, son charisme, et elle admire
le charme et la beauté de sa mère, mais aussi son intelligence, la qualité de sa conversation et sa capacité à se faire une place en tant que femme dans un environnement plutôt masculin. Mais cet investissement fantasmatique des figures parentales ne va durer qu'un temps assez bref, puisque père et mère vont révéler très vite les aspects les plus sombres et les plus immoraux de leur personnalité, et l'idéalisation va laisser la place à la déception. Cette désillusion, elle se fait à chaque fois en deux temps, donc que je vous ai mis dans un tableau. D'abord une déception individuelle, puis une déception plus générale face aux crimes commis par les parents. Donc, par exemple, dans un premier temps, aux côtés de sa mère, Lyra va commencer à se sentir mal à l'aise, oppressée, emprisonnée dans la vie domestique qu'elle va mener aux côtés de Madame Coulter. Donc ça, c'est une première étape. Et de plus, à un moment, Madame Coulter va se montrer violente envers elle. Donc là, ça refroidit grandement l'admiration qu'elle pouvait avoir pour elle. Mais ce qui va définitivement anéantir son attachement envers elle, c'est de comprendre que sa mère dirige ce qui est appelé le conseil d'oblation dans la diégèse, c'est-à-dire une organisation religieuse qui va kidnapper les enfants, qui les enferme et qui pratique des opérations visant à séparer les enfants de leurs démons. Et ça, dans l'histoire, c'est considéré comme étant la pire des mutilations possibles. On a le même itinéraire de désidéalisation concernant Lord Asriel. D'abord, elle commence par être déçue à titre individuel, parce qu'elle va le rejoindre à un moment et il va l'accueillir très très froidement sans lui manifester la moindre intention. Donc elle s'emporte, elle lui dit vous n'êtes pas humain, Lord Asriel, vous n'êtes pas mon père ne me traiterait pas de cette façon, les pères sont censés aimer leur fille, vous ne m'aimez pas, et moi non plus je ne vous aime pas. Donc ça c'est une première désillusion. Et ensuite, cette déception personnelle est redoublée par un effroi causé par la découverte du potentiel meurtrier de son père. Lors de ses recherches, Lord Asriel, ayant découvert que la rupture du lien entre un enfant et son démon peut donner lieu à une décharge d'énergie qui peut créer un passage entre les mondes, il n'hésite pas un instant à tuer le meilleur ami de Lyra. Et là, c'est un choc très très violent pour Lyra. Je vous ai mis une citation. Elle se sentait écrasée de chagrin. La colère lui donnait envie de tuer son père. Donc, c'est une fois le choc de ce choc accusé que peut commencer l'itinéraire de quête de soi pour l'héroïne, loin de ses parents, loin de ses modèles défaillants. Et c'est là que va commencer l'étape de la reconstruction. Dans le domaine de la littérature de jeunesse, à laquelle appartient la trilogie Dark Materials, le parti pris de se ranger du côté de l'enfant, c'est véritablement une disposition qui est inhérente au récit. Le genre se caractérise par le déploiement d'un système de valeurs qui ne va pas forcément correspondre à celui qui est en vigueur au sein du monde des adultes. Au contraire, le monde des adultes est bien souvent moqué ou critiqué pour sa potentielle amoralité ou son caractère absurde. Dans cette perspective, les figures parentales ne sont pas du tout épargnées, au contraire. Comme l'affirme Alison Lurie, je vous ai mis la citation ici, l'auteur prend plus ou moins la défense de l'enfant contre le père ou la mère, au mieux sot et inquiet sans raison, au pire égoïste et franchement idiot. Et la manière dont ces thématiques de dissension familiale vont s'incarner dans le texte va varier en fonction du type de récit, du public visé et des mécanismes de réception. Ici, par exemple, on est dans le cadre d'un cycle littéraire. Donc, je vous mets la définition de ce qu'est un cycle selon Anne Besson. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sa particularité au cycle, c'est sa manière d'appréhender le temps fictionnel. C'est-à-dire que, contrairement à la série où le temps ne va pas passer, un peu comme dans le Club des 5, et où il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de temporalité, c'est toujours la même chose, le cycle, lui, fait véritablement se dérouler le temps. Et donc, en termes de structure narrative, le cycle, c'est une forme qui est plus dense et plus complexe que la série au sens littéraire, qui, elle, va plaire davantage à des enfants plus jeunes pour son caractère répétitif. Le cycle, lui, est davantage prisé par des enfants plus âgés, puis les adolescents, car il intègre, je cite toujours Anne Besson, un scénario d'initiation qui correspondrait à une plus forte adéquation qui correspondrait davantage aux attentes de la préadolescence. Et ce type d'ensemble, le cycle, présente une plus forte adéquation avec les réalités de l'adolescence. Par exemple, il permet de suivre en direct l'avancée en âge d'un jeune héros qui aurait à peu près le même âge que soi-même, ce qui permet d'obtenir un surcroît d'identification. Et cette fragilisation du modèle familial, elle fait partie à part entière de ce scénario d'initiation, justement.
Les 3 étapes que nous avons identifiées, donc idéalisation, déception, reconstruction, ne sont pas propres à la saga His Dark Materials, mais c'est plutôt un système récurrent que l'on retrouve dans de nombreuses autres fictions, et particulièrement en fantasy. La fantasy se prétend assez bien à ce régime de la quête de soi. Toujours une 3e citation d'Anne Besson. Point de départ presque inévitable, un ou des enfants, pas tout à fait comme les autres, mais presque, découvrent une identité secrète et donc cachée avant de devoir apprendre à se montrer digne. Ou bien, variante tout à fait combinable avec ce premier scénario, un ou des enfants découvrent l'existence d'un autre monde merveilleux avant d'y mener une quête initiatique. Donc ça, on voit, ça s'applique très très bien à His Dark Materials. C'est vraiment une donnée structurante de ce type de récit de fantasy pour la jeunesse. Et ce scénario en 3 temps, donc idéalisation, déception, reconstruction, par rapport à des modèles parentaux que l'on découvre être défaillants, on le retrouve pas seulement dans His Dark Materials, mais c'est un système en 3 temps qui est récurrent et qu'on retrouve dans plein d'autres récits du même genre. Par exemple, que l'on retrouve dans Harry Potter, si vous avez un petit peu en tête ce qui se passe. Harry Potter idéalise beaucoup ses parents et surtout son père, mais à partir du tome 5, il va découvrir que son père pouvait avoir des comportements arrogants ou harceler ses camarades gratuitement. Ça introduit un doute en lui. On trouve le même type de scénario dans Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Là encore, les enfants idéalisent leurs parents qui ont péri dans un incendie, mais ils découvrent que tout n'était pas si rose que ça et que leurs parents étaient aussi potentiellement criminels. Donc, si ce scénario en 3 temps est si présent dans la littérature jeunesse, c'est aussi parce qu'il se place en miroir de la vie psychique de l'adolescence. C'est à cet âge-là, précisément, que l'individu va se confronter à l'étape de la déception. Il découvre que les parents sont des êtres imparfaits, humains, et fort éloignés de la représentation idéalisée qu'ils en avaient alors. Ça, c'est des choses qu'on trouve de Françoise Dolto à Marthe Robert, cette question de la prise de distance avec les parents au moment de l'adolescence. Donc, on voit donc que ce schéma de construction du personnage adolescent, c'est une donnée qui est étroitement liée à la configuration même de la littérature de jeunesse. Donc, il paraît légitime de se demander comment cette donnée persiste ou, au contraire, subit des modifications dans le cadre d'une adaptation. Donc, en effet, l'adaptation de l'œuvre en série télévisée va impliquer un changement de média et donc une modification des modalités de réception. Transposer un récit d'un média à un autre, ça implique nécessairement une forme de transformation pour faire coïncider de manière optimale le contenu de l'objet narratif et le média choisi pour l'adaptation. C'est ce que Linda Unschön appelle medium specificity. Et au-delà de ces considérations formelles, il y a aussi la question des publics de destination. Le public des romans et le public de la série ne vont pas forcément se rejoindre ou être absolument identiques. Le cycle littéraire s'adressait en premier lieu à des enfants de 10-12 ans, même si par la suite il a aussi été lu par des adultes. La série souvent s'adresse à un public un peu plus âgé. Là, je vous ai mis une citation du rapport du CNC de 2020 qui dit que les 15-34 ans représentent 46% des utilisateurs de la plateforme Netflix. Et c'est encore plus marqué concernant HBO, qui est une chaîne de télévision qui est caractérisée par un contenu qui est plutôt adulte. Et un contenu adulte et mature revendiqué comme faisant partie intégrante de la ligne éditoriale. Donc, une fois ces petites considérations posées, nous avons observé le traitement de 3 personnages au sein de cette parabole familiale, Lyra, Lord Asriel et Mrs. Coulter. Donc, ce n'est pas une étude exhaustive, mais on a vraiment décidé de se focaliser sur ces 3-là. Et ce qu'on a repéré dans la série télévisée, c'est une espèce de mouvement réciproque où la Lyra de la série télévisée va présenter une identité un peu plus figée et moins évolutive que dans les livres, tandis qu'à l'inverse, ses parents semblent avoir une identité moins monolithique et plus sujette à des failles potentielles. Donc, ce sont des variations des variations d'intensité, pas des variations de nature. Si je dis que Lyra a une identité plus figée, ça ne veut pas dire qu'elle a une identité qui est totalement figée dans la série, ni que par exemple, son père est totalement monolithique dans les livres. C'est des ajustements qu'opère la série par rapport au livre. Et le traitement de Lyra dans la série est légèrement différent par rapport à celui des livres. Par exemple, si elle est toujours transformée par la quête qu'elle a à accomplir,
elle semble tout de même, dès le début de l'histoire, déjà un peu plus mature et plus accomplie que son avatar littéraire. En quelques épisodes à peine, elle est posée quasiment d'entrée de jeu comme une jeune fille sans peur, insérée dans un monde d'adultes et surtout présentant davantage de maturité affective. Et cet écart de traitement, il se perçoit principalement par un intermédiaire lexical, donc j'ai fait des relevés lexicaux dans les livres, où le choix du vocabulaire et du lexique employé insiste beaucoup sur le fait que c'est une petite fille. Donc je vous ai mis quelques exemples là, de tournures de phrases qui montrent qu'on s'adresse véritablement à elle comme une enfant. Dans la série, on ne retrouve pas autant ce registre. Sans la mettre véritablement sur un pied d'identité, les adultes vont s'adresser tout de même d'une manière moins infantilisante à elle, et que ce soit dans la manière dont ils s'adressent à Lyra que quand ils parlent d'elle entre eux. Et à l'inverse, la fin des romans va insister sur le chemin parcouru par l'héroïne et par sa sortie de l'enfance. On a à la toute fin des Cette identité très juvénile dans le début de la saga est également perceptible par les prises de parole de Lyra, qui par exemple s'amuse à déformer des histoires et à rajouter plein de détails exubérants, un peu comme le font les véritables enfants quand ils racontent des histoires. Mais dans la série, Lyra est beaucoup plus autonome dans ses prises de parole, là où dans les livres, les adultes vont avoir tendance à s'exprimer à sa place. Par exemple, dans les épisodes 4 et 5 de la saison 1, on voit Lyra qui défend sa cause toute seule face aux gitans. Dans les livres, c'est quelqu'un qui le fait pour elle. On la voit qui interroge le consul dans l'épisode 4. C'est pareil, dans les livres, quelqu'un le fait à sa place. Et on la voit même recruter l'aéronaute. Donc c'est elle qui prend l'initiative d'aller le chercher, alors qu'il apparaît un peu spontanément comme ça dans les romans. Voilà. Et une dernière chose sur Lyra, c'est que la médiagénie spécifique de la série va jouer un rôle dans la perception d'une Lara qui est plus mature. Les romans permettent d'accéder aux pensées de Lyra, et on a en direct ses pensées par rapport à ses parents, on voit qu'elle a envie d'être avec eux ou qu'elle est déçue, etc. La série ne permet pas d'accéder à ses pensées, donc ça donne une impression de détachement supplémentaire. Et en ce qui concerne les parents, donc s'ils sont tout aussi redoutables dans la série, eux, ils semblent subir un traitement qui vise à les montrer plus fragiles et plus humains. Donc je vous ai mis par exemple ici Lord Asriel. Dans les romans, c'est un personnage qui est présenté comme étant intelligent, aventuré, mais aussi impitoyable. À aucun moment, il ne va montrer d'affection envers sa fille, à part à 2 moments de manière très légère, que j'ai relevé dans les 3 tomes, alors que dans la série, il n'est pas beaucoup plus chaleureux, mais il y a pas mal de scènes qui montrent une certaine ambivalence quant à ses sentiments vers sa fille. Par exemple, il y a de l'ajout de quelques lignes de dialogue inventées. Par exemple, à un moment dans la saison 3, il dit « Je n'ai jamais compris en quoi un enfant né de notre amour serait une humiliation ». Il dit ça à la mère de Lyra. Il n'y a pas ça dans les romans. Et on a aussi tout un ensemble de scènes silencieuses qui ne passent même pas par les mots, mais qui permet de faire ressentir l'ambiguïté du personnage. Là, par exemple, on le voit qui porte sa fille jusqu'à son lit, il met sa couverture sur elle, il lui enlève ses chaussures pour qu'elle soit bien installée. Donc, on a une espèce de scène de tendresse qui n'existe pas du tout dans les romans. Et c'est un peu la même chose pour Madame Coulter, qui est traitée d'une manière un peu différente dans la série, parce que, pour synthétiser, dans les romans, son ambivalence est introduite au fur et à mesure. Dans la série télévisée, elle est introduite dès le départ. C'est par exemple, dans le premier tome, tout est perçu du point de vue de Lyra. Donc, Madame Coulter, elle est totalement dans le registre de la menace abstraite. Alors que dans la saison 1, eh bien, on la voit, on a des scènes en parallèle, on voit comment elle réagit quand sa fille s'enfuit, on voit qu'elle est malheureuse, qu'elle a des sentiments ambigus, que voilà, on augmente son humanité par rapport au roman. Et donc, pour terminer rapidement, on a un mouvement réciproque de transformation des identités des personnages
qui va en quelque sorte lisser l'écart entre le monde des enfants et le monde des adultes. Et c'est également perceptible dans la manière dont la série va découper et agencer les scènes en faisant cohabiter de manière quasiment égale des points de vue d'enfants et des points de vue d'adultes. Et l'effet produit par toutes ces données que nous venons de passer en revue, ça donne une tonalité différente à l'itinéraire identitaire de l'héroïne. Et nous terminerons là-dessus en proposant la conclusion suivante. C'est que plus que le parcours d'une jeune adolescente, la série télévisée va donner à voir plutôt une vaste fresque transgénérationnelle, où vont cohabiter des personnages de tous les âges et où il est certes toujours possible de leur attribuer une valeur morale, mais le message est un petit peu complexifié. Et cela, c'est sans doute pour le plaisir d'un public plus âgé qui serait friand de personnages chargés d'ambiguïté morale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by your